Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. 10 choses à comprendre chez les neurotypiques. Donc si tu as du mal à comprendre les interactions de groupe et les implicites sociaux, bienvenue au club. Bon, moi je fais clairement cette vidéo pour la personne que j'étais il y a quelques années, mais si tout ce que je vais dire dans cette vidéo te semble évident, mais tellement évident que c'est même pas besoin en fait de l'expliquer, et bah c'est tant mieux pour toi. Ça veut dire que ton inconscient t'évite un énorme effort intellectuel et de nombreuses prises de tête. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de nombreuses personnes qui sont neuroatypiques. Donc mon gars kiffe la vie. Pour les autres, eh bien j'espère que cette vidéo pourra vous donner quelques clés de compréhension. 1. Le silence est une réponse. Ouais, je sais. En fait, pour les neurotypiques, un silence, ça peut vouloir dire quelque chose du style « j'ai pas envie de répondre » ou « j'ai pas envie de parler de ce sujet » ou « je ne sais pas et j'ai pas la réponse, mais je n'ai pas envie de dire que je ne sais pas et que je n'ai pas la réponse ». Alors moi, je vous raconte pas le nombre de fois où je suis passée pour une personne extrêmement insistante, même limite abusive, parce qu'en fait je continuais à poser la question, je reformulais en me disant peut-être que la personne n'a pas entendu, n'a pas compris, en attendant du coup d'avoir une réponse, alors qu'en fait la réponse était déjà là. C'était le silence. 2. Le temps de réponse à un message par messagerie différée donne une information hyper importante. Alors bon, ça dépend du contexte, mais imaginons tu viens de rencontrer quelqu'un, vous échangez votre contact et là la personne t'envoie un message. Si tu réponds rapidement à ce message, ça peut vouloir dire que tu as envie d'être en lien avec la personne. A l'inverse, une réponse tardive, ça peut vouloir dire que tu n'as pas vraiment envie d'être en lien. Mais il faut faire attention, parce que dans d'autres contextes, comme par exemple le contexte professionnel, un temps de réponse trop long, ça peut vouloir dire que tu n'es pas motivé, ou ça peut même être considéré comme un manque de respect en fonction de la personne à qui tu t'adresses. Et ça peut générer un rapport de force. C'est compliqué. Et je pense qu'on pourrait faire plein de sous-catégories de situations et ça pourrait même faire l'objet d'une vidéo entière en fin de compte. 3. Souvent, le but caché d'une conversation, en fait, c'est d'apaiser une peur. Et ça peut se faire soit en obtenant une information sur toi ou sur quelque chose que tu peux savoir, ou très souvent, en fait c'est pour obtenir de la reconnaissance sociale / valorisation de l'ego. Et d'ailleurs ce truc de la reconnaissance sociale c'est hyper important chez les neurotypiques et ça peut être vraiment très mal perçu si t'en donnes pas, voire même si tu exprimes un désaccord avec une personne, surtout si c'est dans un contexte type un peu professionnel, et que vous êtes en groupe et que tu exprimes ce désaccord devant le groupe. Là en fait ça peut même être perçu comme quelque chose d'hyper offensant et humiliant et ça peut engager un rapport de force. Donc si tu es en désaccord avec un neurotypique, vaut peut-être mieux ne pas forcément exprimer ton désaccord, ou si c'est vraiment important d'exprimer ton désaccord, il vaut mieux le faire en privé, en tête-à-tête par exemple, où il n'y a personne d'autre qui peut avoir accès à la conversation. 4. Le small talk, c'est apaisant. Ouais, je sais, c'est fou. Parce que je pense que pour la plupart des neuroatypiques, le small talk, c'est genre l'angoisse suprême. Enfin, pour moi en tout cas, c'est hyper anxiogène. Mais pour les neurotypiques, c'est considéré comme une conversation prévisible et facile. Tout l'inverse de nous. Et en fait, l'enjeu, ça va être de pas générer d'émotions trop fortes et de ne pas trop réfléchir. Donc par exemple, le small talk, ça n'est pas donner une pluie de détails factuels sur un sujet, donc attention quand on touche à votre intérêt spécifique, il vaut mieux se limiter à 1 voire 2 informations factuelles, et ça doit être des informations pas trop techniques, que la plupart des gens peuvent comprendre sans avoir de références et de connaissances préalables. Les opinions engagées, type politique, véganisme, féminisme, c'est pas du small talk. Parce que ça peut générer des émotions fortes chez les personnes. Et puis toutes les réflexions existentielles, du type le sens de la vie,
le futur, la mort ou la nature de la réalité, c'est pas du small talk. Et pour tout vous dire, moi ça fait quelques temps que j'essaye au travail de pratiquer un petit peu le small talk. Et c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses en fait qui reviennent, c'est assez répétitif. Et c'est vrai que parfois ça me permet d'avoir des conversations où je débranche un peu mon cerveau et je donne des réponses un peu toutes faites. Et c'est vrai que quand tu as ton répertoire de réponses un peu toutes faites ou de questions un peu toutes faites, bah c'est vrai que ça permet de pas trop réfléchir et du coup de pas mettre trop d'énergie en fait dans l'interaction sociale, ce qui peut être assez utile. Bon courage. Et franchement, en fait, ça peut même être assez rigolo, tu vois, de se dire, allez, je joue au jeu du small talk. Et je cherche un petit peu les questions que je peux poser et les réponses un peu bateau que je peux donner. Je regarde comment les autres font, je leur pique un peu des petites phrases, des petites questions, et parfois ça marche. 5. Les problèmes énoncés ne sont pas faits pour être résolus. Ouais, je sais. Enfin, c'est fou parce que je pense que pour mon cerveau, et je pense que certains d'entre vous vont se reconnaître parce que le cerveau des neuroatypiques souvent est un cerveau qui adore la résolution de problèmes, qui vit ça comme un jeu, c'est excitant, ça permet en fait de mettre en place toute notre capacité d'analyse, de créativité pour trouver des solutions, et en fait c'est hyper fun. Mais pour les neurotypiques, c'est pas parce qu'on a énoncé un problème qu'on veut trouver une solution. Au contraire, les problèmes, en fait ça permet d'alimenter un peu les conversations et notamment le small talk. Et ça permet même en fait de créer du lien parce que les autres partagent aussi ces petits problèmes de la vie quotidienne. Et du coup c'est l'occasion de dire « Ah mais moi aussi il m'est arrivé la même chose !» Parce qu'en fait ce qu'il peut y avoir derrière ce besoin de partager, de parler de ces problématiques, c'est pas de trouver une solution, mais en fait ça peut être tout simplement un besoin d'écoute et d'empathie. Et il y a même un truc à comprendre, c'est qu'en fait, quelqu'un qui n'a jamais de problème, ou en tout cas qui ne parle jamais de ses problèmes, ça peut passer pour quelqu'un qui est trop simple d'esprit, tu vois, pour comprendre qu'il y a des problèmes dans la vie, ou pire, ça peut nous faire passer pour quelqu'un d'insolemment chanceux. Et là, c'est un peu dangereux parce que ça peut créer de la jalousie et de l'envie. Et là, c'est pas bon. Mais attention, il faut parler de petits problèmes de la vie quotidienne qui sont assez anodins et où il n'y a pas forcément trop de conséquences et donc d'émotions fortes générées. Et il faut plutôt parler de problèmes que les neurotypiques vont avoir aussi. Donc par exemple, tous les problèmes qui vont être plutôt propres aux neuroatypiques, du style ça fait 3 semaines que j'ai pas fait ma vaisselle parce que j'avais pas assez de dopamine dans mon système pour réaliser cette tâche, là ça marche pas trop. Vous allez juste passer pour quelqu'un de vraiment crado et vous augmentez quand même pas mal les chances de vous faire juger, voire même mépriser. Donc typiquement, des petits problèmes administratifs, des petits problèmes avec le facteur, le plombier, ça c'est du bon petit problème à partager. 6. Alors ça fait un peu variante du précédent, mais cette fois-ci on est sur les problèmes non énoncés. Et ceux-là, ils sont faits pour rester dans le silence. Alors petite nuance, ici je parle de problèmes au sein d'une société, d'un groupe de travail, d'une entreprise, d'une administration. Mais je parle pas d'un problème dans une relation et surtout si c'est une relation assez intime. Faut bien comprendre la nuance ici. Parce qu'en fait parfois, ce sont les problèmes qui permettent à une structure ou un service de fonctionner. Donc s'il n'y a plus de problème, c'est la mort de cette structure ou de ce service. À ce sujet-là, ce qu'explique Christelle Petit-Colin dans son livre J'ai pas les codes, c'est que les neuroatypiques ont tendance à être assez idéalistes et donc à vouloir un monde parfait et à trouver des solutions à chaque problématique et dysfonctionnement de la société. En revanche, certains neurotypiques ont une approche plus réaliste et ils ont accepté qu'on vivait dans un monde imparfait et que donc les problèmes font partie de notre réalité. Ce qui est expliqué aussi, c'est que parfois les solutions qui sont proposées par les neuroatypiques, en fait elles sont hyper coûteuses en termes de temps, d'énergie et d'argent et du coup en fait c'est des solutions qui sont assez irréalistes et même parfois risibles pour les neurotypiques. Et aussi choquant que ça puisse paraître,
parfois attendre qu'un pont s'effondre pour ensuite le reconstruire peut être la moins mauvaise des solutions. Et puis dans d'autres cas, en fait il y a des enjeux cachés, des enjeux politiques, des enjeux financiers occultes, et ça aura gain de cause sur l'intérêt du collectif. Et surtout, le problème colle à la peau du lanceur d'alerte. Et en révélant un problème, vous pouvez vous exposer à pas mal de problèmes. Petit point bonus qui n'a rien à voir avec le point précédent. En fait, quand les gens font des généralités, c'est un moyen de parler d'eux, mais sans trop s'impliquer émotionnellement. Et c'est rarement parce qu'ils ont lu une étude ou ils ont analysé des centaines de faits et ils en sont venus à la conclusion que, en général, il se passe ci et il se passe ça. Même si c'est ce qu'ils peuvent dire et même croire. Moi je sais par exemple qu'un de mes intérêts spécifiques c'est la psychologie humaine. Et j'ai eu une petite phase d'à peu près 6 mois où j'étais en focus sur le trouble psychologique de la psychopathie. Et du coup pendant 6 mois j'ai accumulé énormément d'informations sur la psychopathie et je passais mon temps à dire aux gens autour de moi: ah tu sais quoi, les psychopathes ils sont comme ci, ils sont comme ça, et ils font ci et ils font ça, et le cerveau d'un psychopathe il fonctionne comme ci et comme ça. Et en fait bizarrement j'ai observé qu'il y avait pas mal de personnes de mon entourage assez peu proches, tu vois, qui étaient de moins en moins en contact avec moi. Et en fait, avec le recul, je me demande si c'est pas parce qu'ils se sont dit que peut-être qu'en fait je parlais de moi et que peut-être qu'en fait c'était une façon de leur exprimer le fait que j'étais une psychopathe. Alors que pas du tout. 7. Ne pas dire bonjour, ne pas dire au revoir, ou ne pas échanger une petite banalité avant de faire une demande, ça peut être l'équivalent d'une attaque et générer un rapport de force. Et alors là, ça peut être un cercle vicieux, parce que moi ce que j'ai observé, c'est que ça peut générer un comportement passif-agressif, et demander des explications à une personne qui a un comportement passif-agressif, ça peut générer un rapport de force ou augmenter le conflit. Parce que justement, quelqu'un qui fait du passif-agressif, c'est quelqu'un qui évite la confrontation. 8. Énoncer les tenants et les aboutissants de nos actions dans le monde des neurotypiques, ça peut nous faire passer pour quelqu'un de très stratégique et calculateur, et donc générer de la peur chez notre interlocuteur. Et moi, ça, typiquement, c'est un truc que je fais tout le temps et qui est vraiment difficile pour moi à arrêter de faire. Parce que moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien expliquer pourquoi je le fais, qu'est-ce qui m'a amené à avoir cette action, et surtout, quel est le sens de cette action, dans quel but je fais cette action. Sauf que ça, en fin de compte, ça génère plutôt de la méfiance que de la compréhension ou de l'intérêt. 9. La vérité est moins importante que le maintien de la cohérence du récit collectif ou de la cohésion de groupe. Alors ça, pour moi, c'est une notion assez nouvelle, donc je peux pas vous en dire plus, mais si vous avez des petites compréhensions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ça me sera vraiment utile. 10. Pour certains neurotypiques, pointer du doigt une différence entre toi et lui ou elle, ça peut être perçu comme de la condescendance ou comme un moyen de dire de façon détournée « je suis mieux que toi ». Et moi ça c'est quelque chose que j'ai compris il y a vraiment peu de temps et ça a été un énorme choc pour moi parce qu'en fait moi je suis passionnée par la diversité des humains, des comportements et des profils psychologiques des humains, et j'adore mettre en lumière les différences entre les personnes et entre moi et les autres. Et ça, déjà en fait, ça crée un effet de désolidarisation vis-à-vis de l'autre, parce qu'on exprime une différence et non pas un point commun ou une ressemblance. Et en plus de ça, ça peut passer pour une façon de se valoriser par rapport à l'autre, et donc de choper une petite reconnaissance sociale en soum soum, et ça peut aussi créer un rapport de force. Pour vous donner un exemple concret, la dernière fois, je discutais avec une pote qui était hyper en colère contre son mec, car il continuait d'entretenir une relation amicale avec l'une de ses ex-copines. Et moi, franchement, je voyais pas trop où était le problème. Et quand je lui ai dit « Ah, c'est marrant, moi ça me pose pas du tout de soucis que mon mec fréquente ses ex-copines. Je vois vraiment pas où est le problème en fait. » Elle l'a pris un peu mal. Et je l'ai senti. Du coup, je lui ai demandé si elle pouvait m'expliquer ce qui se passait en elle. Et Dieu merci, elle a été
hyper franche. En fait, elle m'a expliqué qu'elle interprétait ma réponse comme si je lui disais de manière un peu pain bêche qu'elle était vraiment nulle de pas faire confiance à son mec. Alors que moi j'étais mais à des années-lumière de penser ça. Au contraire, j'étais même en train de me dire que j'étais vraiment hyper naïve en fait, de ne même pas capter que ça pouvait être assez facile pour un mec de retourner avec son ex. Notamment si l'histoire dans sa tête est pas vraiment terminée. Parce que dans ma tête et avec mon fonctionnement, les ex, c'est du passé. Et si ça n'a pas fonctionné dans le passé, bah ça sert à rien de réessayer à nouveau. Vaut mieux avancer et aller trouver d'autres relations qui peuvent fonctionner mieux. Mais en fait, il y a plein de gens qui peuvent fonctionner différemment de moi et c'est ça que cette histoire m'a permis de capter. Bon, au final, on s'est expliqué et je pense qu'elle m'a comprise. Et maintenant, tout semble aller bien entre nous. Et dorénavant, quand je fais remarquer une différence entre ma façon de penser et la façon de penser d'une autre personne, je précise bien que c'est dans le but de mettre en lumière une différence dans nos fonctionnements et que je ne pense pas du tout qu'une manière de fonctionner est meilleure qu'une autre, mais que je fais juste le constat d'une différence, ce qui invite à comparer les fonctionnements, leurs origines et leurs conséquences, parce que ça, moi, je trouve ça passionnant. Voilà les loulous, c'est tout pour cette vidéo. Je tiens à remercier mes deux super copines qui se reconnaîtront et qui m'ont énormément aidé à prendre conscience de tout ça, en écoutant mes problématiques de neuroatypiques et en m'expliquant les comportements et les normes des neurotypiques. Je me suis aussi beaucoup inspirée de ce livre de Christelle Petit-Colin qui s'appelle J'ai pas les codes. Il y a plein de choses, c'est vraiment intéressant, c'est bien plus détaillé, il y a beaucoup plus d'explications. Je pense qu'il faudrait même que je le relise une deuxième fois parce qu'à mon avis il y a des choses que j'ai pas intégrées sur la première lecture. Donc bah voilà, si ça vous intéresse, je vous le conseille. Même si honnêtement il n'y a pas tout. Et ça mériterait au moins un tome 2, voire un petit tome 3. Et puis il y a aussi la chaîne YouTube de Pravina que je vous conseille. Je vais vous la mettre en lien dans la barre d'infos. Il y a pas mal de contenu accessible gratuitement qui moi m'a pas mal aidé à comprendre les neurotypiques. Il y a aussi des formations en ligne à un prix que je trouve plutôt accessible qui permettent de développer donc les soft skills et la compréhension des implicites sociaux. Et puis Pravina, elle a aussi une chaîne privée qui coûte, il me semble, 10 € par mois. Et chaque semaine, chaque dimanche, il y a une vidéo qui sort de ces petites analyses et réflexions et c'est vraiment des pépites. Et puis bah, si vous aussi, il y a plein de choses que vous avez comprises, que vous avez captées dans les interactions avec les neurotypiques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi, ça me sera personnellement hyper utile. J'ai bien conscience que j'ai encore pas mal de travail pour comprendre l'intégralité de la communication non verbale et implicite des neurotypiques. Et je suis sûre que ça sera utile à d'autres personnes. Et peut-être que ça me permettra de faire une seconde vidéo pour donner encore plus de petites clés de compréhension. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse fort et à bientôt pour de nouvelles vidéos.